Je suis arrivé chez mes parents et j'ai annoncé, je suis prêt pour nos vacances en famille. Ma mère a murmuré, on a donné ton billet au nouveau petit ami de ta sœur. Il est mieux. J'ai juste souri, fait un signe d'au revoir et suis parti. Plus tard, j'ai reçu une demande Venmo, $5400. Paye nos billets. J'ai renvoyé 50 cents avec une note, il y a une surprise qui vous attend. 4 jours plus tard, ils ont reçu un courriel de mon avocat. À 7 heures du matin, j'ai entendu les premiers coups à ma porte. Je n'ai jamais été aussi en colère contre ma famille. Pas quand ils ont oublié de se présenter à ma remise de diplôme universitaire, pas quand ils m'ont accidentellement oublié sur la carte de Noël une année, pas même quand ils ont sauté le déménagement et ont dit qu'ils étaient trop fatigués, pour que je les voie ensuite publier des photos dans une cave à 20 à 2 heures de route. J'ai toujours balayé les choses du revers de la main, en me disant qu'ils étaient oublieux, distraits, peu importe. Mais ça, c'était délibéré. C'était une trahison. Et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Nous étions censés nous envoler pour l'Italie ce dimanche. 2 semaines de temps en famille, Florence, Rome, la côte amalfitaine. C'était le premier voyage international que nous avions prévu en famille depuis que j'étais au lycée. Au cours des 2 dernières semaines, nous étions en contact constant, nous nous envoyions des listes de restaurants, nous nous disputions sur les glaciers, et nous coordonnions même des conseils d'emballage avec des codes couleurs. J'ai déplacé des réunions, annulé un atelier professionnel, remboursé une réservation de clients. J'ai tout mis de côté pour ça. J'étais prêt à partir. Alors, quand je suis arrivé chez eux vendredi après-midi, j'étais à fond en mode vacances, sac de voyage rempli, passeport en main, j'avais même apporté des casons pour le trajet en voiture jusqu'à l'aéroport. Je suis entré comme si c'était une grande révélation. Je suis prêt pour nos vacances en famille, ai-je dit en souriant. Silence. Maman était dans la cuisine. Elle a levé les yeux un peu écarquillés, puis a baissé les yeux à nouveau comme si je n'étais même pas là. Émilie était affalée sur le canapé et à côté d'elle se trouvait un type que je n'avais jamais vu de ma vie. Maman a parlé sans même croiser mon regard. On a donné ton billet au petit ami d'Émilie. Ce moment a divisé le temps en deux pour moi. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Je les ai regardés, attendant un rire, une blague, une sorte de chute maladroite. Mais ensuite Émilie est intervenue comme si tout cela était normal. On s'est dit que ce serait sympa qu'ils viennent. Tu es déjà allé en Europe. C'était son explication. Et mon père, qui avait autrefois promis de m'emmener à Rome depuis l'âge de 12 ans, est entré dans la pièce, a tapoté l'épaule de ce type et a dit, c'est un type vraiment solide. Il a de l'expérience de travail avec toi dans des équipes de biotechnologie ou quelque chose comme ça. J'ai posé une question, quand avez-vous décidé ça? Ils se sont regardés. Maman a dit, il y a environ une semaine. Une semaine. Une semaine entière. Il me l'avait caché tout en continuant à planifier le voyage comme si j'en faisais partie. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas insultés. J'ai juste acquiescé. J'ai laissé mes cuissons sur le comptoir. Puis je suis sorti sans un mot de plus, j'ai conduit jusqu'à la maison en silence, et je me suis assis dans mon appartement à fixer le mur. Ce soir-là, j'ai reçu une demande Venmo, $5400. Paye nos billets. Pas de contexte, juste une demande d'argent comme si j'étais le sponsor non rémunéré de leur nouvelle famille. J'ai regardé cette demande jusqu'à ce que la pièce devienne sombre. Puis j'ai renvoyé 50 cents. La note disait simplement, il y a une surprise qui vous attend. Et puis j'ai appelé mon avocat. Au moment où ils publiaient des photos sous le Colisée, se tenant la main avec leur nouvel enfant chéri, faisant comme si je n'avais jamais existé, le courriel avait été envoyé. Un avis juridique formel exigeant un remboursement de $9900, tout ce que j'avais payé en prévision de ce voyage vol, dépôt d'hôtel, frais de visite, transfert, excursion non remboursable, tout cela au plus l'argent que j'ai perdu en annulant des projets qui auraient pu me rapporter plus. Ils n'ont pas répondu, ni au courriel, ni à mes textos, ni à l'appel de suivi du cabinet d'avocats, jusqu'à ce matin, à 7 heures pile. Quelqu'un a frappé à ma porte comme si l'endroit était en feu. Et c'est là que j'ai su qu'ils étaient enfin rentrés. Ils se sont présentés à 7 heures du matin comme s'ils organisaient une sorte d'intervention. Pas d'avertissement, pas de message, juste des coups forts et persistants comme si quelqu'un était en train de mourir. Je n'avais même pas encore bu de café. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, maman, papa et Émilie, alignés sur mon porche comme s'ils avaient répété ça.
La mâchoire de papa était serrée, ses bras croisés. Maman avait l'air de ne pas avoir dormi, les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage. Émilie avait les bras croisés et son téléphone à la main comme si elle s'attendait à enregistrer toute la scène. « Tu es vraiment sérieux à ce sujet ? » Papa a claqué avant même que je puisse dire bonjour. Maman a enchaîné. 9 900 $? Tu es fou ? Émilie a ajouté, pour des vacances ? Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là dans l'embrasure de la porte à les laisser me lancer leurs répliques. Je ne les ai pas invités à entrer. C'était intentionnel. Maman a essayé de faire marche arrière, adoucissant son ton. On pensait que tu comprendrais. Il est important pour Émilie. Il a de l'expérience, des contacts. Il est. Je me fiche qu'il soit Jésus, ai-je coupé. Vous avez donné mon billet. Vous avez utilisé l'argent que j'ai payé et vous ne m'avez même pas prévenu. Je l'ai découvert debout dans votre salon avec ma valise. Tu rends ça moche, a dit papa, la voix forte. Maintenant, tu traînes ta propre famille devant les tribunaux à cause de ça. Je l'ai regardé une seconde de plus que nécessaire. Puis je leur ai dit la vérité, ils me devaient cet argent. J'avais des factures, des virements, des reçus. J'ai avancé des frais pour tout le voyage parce que je leur faisais confiance et ils m'ont sorti de ça comme si j'étais un stagiaire qui n'avait pas fait l'affaire. Puis maman a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. On ne pensait pas que tu serais aussi dramatique. Tu es allé en Europe. Émilie n'y est pas allée. Et on avait besoin de l'argent. On a utilisé une partie de ce que tu as payé pour couvrir le billet supplémentaire. C'est pour ça qu'on a demandé les 5 400 $. C'était ça. Ils n'ont pas seulement donné ma place. Ils ont utilisé l'argent que j'ai avancé pour mon propre billet et les dépôts d'hôtel pour payer les siens et ceux de son petit ami. Vous m'avez volé, ai-je dit. Émilie avait l'air d'être sur le point de pleurer, mais je n'ai pas eu de pitié. J'en avais assez d'être celle qui maintenait la paix pendant qu'il me mettait de côté. Vous pouvez régler ça maintenant ou le régler devant les tribunaux, mais ça ne va pas disparaître. Ils sont partis dans un mélange de frustration et de demi-menace. Papa a claqué la portière de la voiture si fort que je l'ai entendu depuis ma cuisine. Émilie ne s'est même pas retournée. Je me suis dit que ce serait la fin de l'histoire, du moins pour un moment. Mais c'est devenu plus bizarre. Au cours de la semaine suivante, ils sont restés silencieux. Pas d'appel, pas de texto, rien de leur avocat non plus. Mais ils ont continué à publier des photos de dîner à la maison avec des légendes comme tellement reconnaissant pour les soirées en famille et rien ne vaut un repas fait maison avec les personnes qui comptent le plus. Sur chaque photo, il était là, Chase, le petit ami, assis à la place de mon père à table, portant la vieille casquette de baseball de mon père. À un moment donné, je jure l'avoir vu porter mon sweat à capuche, le même que j'ai laissé dans la chambre d'amis il y a un mois. Ça a empiré les choses. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient trahi. C'était comme s'ils essayaient de m'effacer et de remanier le rôle, et Chase le jouait comme s'il était né pour ça. La procédure juridique a suivi son cours. Mon avocat a envoyé un autre avis. Toujours pas de réponse. Puis, un jeudi, tout a craqué. Il était environ 15 heures. J'ai reçu un texto de maman. Juste 3 mots, appelle-moi. Urgent. Puis Émilie, il s'est passé quelque chose. Il est parti. Je n'ai pas appelé. J'ai attendu. 1 heure plus tard, maman s'est pointée chez moi. Cette fois, pas de cri, pas d'attitude. Elle était pâle. Ses mains tremblaient. Il a tout pris, a-t-elle dit. Chase, ou quel que soit son vrai nom, a attendu qu'il soit sorti faire des courses, a emballé ses affaires et a disparu avec 11 000 $ en espèces qu'ils avaient cachés dans la maison, et tous les bijoux en or que ma mère avait hérités de sa mère, bagues, bracelets, colliers disparus. Le tiroir d'argent d'urgence de papa vidé. Il a même pris la montre intelligente qu'Émilie lui avait achetée la semaine précédente. Ils sont allés à la police, mais ça a empiré. Il s'avère que ce n'était pas sa première fois. Il avait déjà fait ça. Différentes villes, différents noms, toujours la même configuration, charmer la famille, emménager rapidement, gagner la confiance et disparaître avec les objets de valeur. Maintenant, ils étaient en pleine panique, ruinés, humiliés, et enfin, ils venaient me demander de l'aide. Et je l'admets, une partie de moi voulait claquer la porte. Ils pleuraient, tous les trois. C'était la partie à laquelle on ne s'attendait pas.
Papa s'est pointé 10 minutes après maman. Il n'a pas frappé. Il est juste entré comme si l'endroit lui appartenait encore, comme si on avait dépassé le stade de la demande. Émilie le suivait, les yeux rouges, ne disant rien au début. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis le départ du type. Il a tout vidé, a dit papa. On pensait qu'il faisait la sieste à l'étage. On est parti pendant moins de 2 heures. Il a pris la boîte à bijoux dans le coffre-fort, a ajouté maman. Comment connaissait-il le code? Émilie s'est assise sur le bord de mon canapé, serrant toujours son téléphone. Il était juste parti. Ses vêtements, son sac, même mon ordinateur portable. J'ai écouté. Je n'ai pas offert de mouchoir. Je n'ai pas dit, je vous l'avais dit. Je n'ai même pas bougé. Puis maman a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Nous avons honte. Tu avais raison. Nous avions tort. S'il te plaît, abandonne l'affaire. C'est ce qu'il voulait, que j'oublie qu'il m'avait exclu, volé et qu'il s'attendait ensuite à ce que je paie leurs vacances pendant qu'il cédait ma place à un étranger. J'ai demandé s'ils avaient signalé ça. Ils l'avaient fait, mais la police leur a dit ce que je soupçonnais déjà. Il était expérimenté, pas officiellement recherché, mais il y avait des signalements de quelqu'un de similaire au Nevada, en Arizona et en Caroline du Nord. Différents pseudonymes. Il a utilisé de vraies institutions sur son faux curriculum vitae, de vraies entreprises, de vraies personnes comme référence. L'homme avait fabriqué un profil LinkedIn avec plus de 500 relations. Alors oui, il s'était complètement fait arnaquer. Et maintenant, ils étaient ruinés, humiliés et désespérés. Mais voici le truc, rien de tout ça n'efface ce qu'ils m'ont fait. Ça n'a pas changé la façon dont ils m'ont traité, comme si j'étais remplaçable, comme si Tché c'était en quelque sorte meilleur. Ce mot résonnait encore dans ma tête chaque fois que j'y pensais. Meilleur. Je leur ai dit que je n'abandonnais rien, que ce à quoi ils étaient confrontés maintenant n'effaçait pas la dette qu'ils me devaient. Au contraire, ça confirmait pourquoi j'avais tracé la ligne en premier lieu. Papa s'est mis en colère. A dit que j'étais froide. Maman a demandé comment je pouvais faire ça à ma propre famille. Vous m'avez remplacé, ai-je dit. Vous avez fait ce choix. Vous l'avez laissé entrer dans votre maison. Vous l'avez laissé prendre ma place et vous l'avez financé avec mon argent. Maintenant, vous voulez de la sympathie parce qu'il s'est avéré être exactement ce contre quoi je vous avais mis en garde. Ils n'avaient pas de réponse. Finalement, ils sont partis. Plus de cris, juste une déception silencieuse, mais pas en eux-mêmes, toujours en moi. Je suis resté seul pendant longtemps après ça. J'aurais dû me sentir triomphant, justifié, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais juste fatigué. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont nous en étions arrivés là, à la façon dont nous étions passés d'un voyage en famille à un vol international à une date d'audience. Le lendemain matin, je suis allé à la banque, j'ai retiré 8 000 $. Puis j'ai appelé mon avocat. Rédiger un contrat de prêt, ai-je dit. Durée, 14 mois, remboursement intégral, pas d'échappatoire. Il a demandé pourquoi. Parce qu'autant j'ai détesté ce qu'ils ont fait, autant j'ai voulu rester en colère pour toujours, autant je savais ce qui allait arriver ensuite. Ils allaient avoir besoin de moi. Le matin où le document de prêt a été envoyé, je m'attendais à des hésitations. Peut-être une demande de délai supplémentaire, des allers-retours émotionnels. Mais 2 heures plus tard, papa a répondu par 3 mots qui semblaient cliniques, nous allons signer. Je l'ai rencontré à la banque du centre-ville. Terrain neutre, pas de bavardage, pas de poignée de main. Il avait l'air plus maigre, comme si le stress avait rongé la moitié de son corps en une semaine. Il a signé le contrat avec un stylo emprunté, me regardant à peine. Quand il a fait glisser le document sur la table, il s'est raclé la gorge comme s'il voulait dire quelque chose. Mais quoi que ce soit, il l'a ravalé. J'ai viré 8 000 $ sur leur compte joint cet après-midi-là. J'ai envoyé un court message de confirmation. Pas de réponse. Ce soir-là, j'étais allongé dans mon lit à faire défiler sans but quand le nom d'Émilie est apparu sur mon téléphone. Une ligne, il n'a jamais été celui qu'on pensait qu'il était, n'est-ce pas? Je l'ai regardé pendant un moment. Je n'ai pas répondu, mais quelque chose à ce sujet, ça m'a travaillé. Non pas parce qu'elle remettait enfin les choses en question, mais parce que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que la trahison avait commencé avec lui. Alors, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher,
non seulement pour tourner la page, mais aussi parce qu'une partie de moi ne pouvait pas lâcher prise tant que je n'avais pas compris qui était réellement ce type. Tout ce que j'avais, c'était le nom qu'il leur avait donné, Chase René, et les photos de leur publication en Italie. J'ai lancé une recherche d'images inversées et en quelques minutes, j'ai eu des résultats, des douzaines, mais pas sous le nom de Chase. Différents pseudonymes, différents états, même visage, Logan Price, Mitchell Den, Aaron S., même type encore et encore. Les histoires suivaient le même schéma, emménager rapidement, charmer la famille, créer un mensonge impressionnant sur sa carrière, voler des objets de valeur, disparaître. J'ai trouvé un fil de discussion Reddit intitulé « Quelqu'un d'autre s'est-il fait arnaquer par ce type ?» avec près de 400 commentaires, Floride, Ohio, Washington, Nevada. Une femme a dit qu'il avait convaincu sa mère qu'il était sous protection de témoins. Une autre a dit qu'il avait promis de financer sa start-up avant de disparaître avec toutes ses économies et sa voiture. Et voici le clou du spectacle, il s'assurait toujours que quelqu'un d'autre paie le voyage. Prenez toujours la place de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas seulement du vol. C'était une performance. Il faisait en sorte que les gens se sentent choisis, importants, faisait en sorte que les autres se sentent exclus. Il savait comment diviser une famille avant de la dépouiller. Ce n'était pas seulement calculé. C'était pratiqué. J'ai compilé tout ce que j'ai trouvé et je l'ai envoyé à mes parents. Moins d'une heure plus tard, ma mère a appelé. Elle n'arrivait même pas à former des phrases complètes. Elle n'arrêtait pas de dire « Il a dîné à notre table. Il a porté les chaussures de ton père. Je lui ai donné la montre de ton grand-père. » Ils ont rappelé le détective. Il a pris ça au sérieux cette fois. Avec ce que j'ai trouvé, il pouvait maintenant le relier à au moins 4 autres affaires non résolues. Ils ont pris les appareils, ont fouillé les historiques de navigation, ont recueilli tous les reçus et documents qu'ils avaient, mais je pouvais l'entendre dans la voix de l'officier quand il a parlé à ma mère au haut-parleur. Ce type était insaisissable. Il ne pourrait peut-être jamais l'attraper. Une semaine s'est écoulée, puis le premier paiement est arrivé. Paiement de $500, l'un des 14, mention de nous deux. Ils en envoyaient un chaque semaine comme sur des roulettes. Maman ajoutait même des montants aléatoires parfois. $16 et 13 cents pour l'essence, $17 et 21 cents pour l'épicerie. Comme si elle voulait que ça paraisse personnel, comme si elle surcompensait pour les années où ils m'ont traité comme le plan de secours. Puis, il y en a eu un avec une note étrange, $3 et 27 cents pour ce dîner d'anniversaire qu'on a manqué en 2020. Ils essayaient de s'excuser morceau par morceau. Au 3e mois, ils ont remboursé plus de $3000. Et puis, un après-midi, j'ai reçu un texto d'Emily. Pas d'excuses, juste ceci, j'ai vu ton vieux sweat à capuche dans son sac avant qu'il ne parte. J'aurais dû m'en douter. Je suis désolé. Je n'ai toujours pas répondu. Puis, un jeudi au hasard, 4 mois et quelques jours après que tout a commencé, mon téléphone a vibré. Virement bancaire reçu, $6700. Et dans la note, solde final plus l'ancienne dette de quand tu nous as prêté de l'argent pour le toit. On se souvient. On est désolé. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas envoyé de texto. Juste du silence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui m'a surpris, du soulagement. Pas parce que j'ai récupéré l'argent, mais parce qu'ils se sont souvenus de la chose que je pensais qu'ils avaient enterrée. Ça aurait dû être un moment de guérison. Mais j'avais mes propres projets. Le lendemain, j'ai publié une photo de mon nouveau passeport et d'une carte d'embarquement, Berlin, Amsterdam, Lisbonne. Un mois complet en Europe avec 2 de mes amis les plus proches de l'université, tout payé en entier, sans compromis, sans famille. Légende, je prends enfin le voyage qu'on m'avait promis. Sauf que c'est mieux. 3 heures plus tard, Emily a publié une story. Une photo de groupe, elle, maman et papa dans un brunch local. Légende, certaines personnes ne se présentent que quand ça les arrange. Pas de tag. Pas de nom. Mais je n'en avais pas besoin parce que je savais à qui c'était destiné. Le voyage en Europe a guéri beaucoup de choses, mais pas celles que je pensais qu'il guérirait. Berlin a été la première étape. J'étais avec 2 amis de l'université, des vrais, des gens qui ne m'ont jamais fait sentir que je devais gagner une place à table. On a marché sous la pluie, on a mangé des doner kebab à minuit, et on est tombé sur un club techno qui ressemblait à une autre dimension. Après Berlin, c'était Amsterdam, des bateaux, des canots et de longues matinées brumeuses sans horaire. Puis Lisbonne,
où on a séjourné dans un appartement loué sur une colline avec une vue tellement belle qu'elle ne semblait pas réelle. La liberté de tout ça a juste rendu les derniers mois encore plus ridicules. Chaque expresso, chaque trajet en train, chaque rencontre fortuite avec des étrangers me rappelait ce que ma famille m'avait pris et à quelle vitesse ils avaient essayé de me remplacer. Mais ils ne pouvaient pas remplacer le silence. Et c'est ce que je leur ai donné. Pas de colère, juste rien. Ils avaient tout remboursé maintenant. Ces derniers 6700 $ ont atterri sur mon compte la veille de mon départ. Mon avocat a confirmé que le contrat était clos. Affaire réglée, solde payé en entier. J'aurais dû ressentir quelque chose de plus, du soulagement, peut-être une conclusion, mais je me sentais juste fini. Je n'ai pas beaucoup publié sur le voyage. Juste quelques photos, principalement d'architecture, de nourriture, de lumière de la ville, mais d'une manière ou d'une autre, ça les a quand même touchés. Les stories d'Emily ont commencé à devenir plus acérées, posant avec mes parents au brunch avec des légendes comme la famille, c'est plus que le sang, des trucs comme ça. Comme si elle pensait que c'était un concours et qu'elle était toujours en tête. Puis à Porto, dans un petit café d'une rue tranquille, j'ai reçu une notification Venmo de ma mère, 32,78 $. Pour cette fois où tu as payé la glace pour nous tous en 2009. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle a enfin compris que le jeu n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de principe. Ils ont pris ce qui était à moi et ont ensuite essayé d'agir comme si je réagissais de manière excessive. Mais maintenant, ils remboursaient des intérêts sur des souvenirs. Au moment où je suis rentré aux États-Unis, je n'ai même dit à personne que j'avais atterri. Je ne voulais pas le retour à la maison. Je voulais juste de l'espace. 2 semaines se sont écoulées. Le travail a repris. Les choses sont redevenues chargées. Je pensais peut-être que je passais enfin à autre chose. Puis, un samedi matin, je suis allé à mon café préféré, le même endroit où j'étais allé une douzaine de fois depuis que tout s'est passé, et je les ai vus, maman et papa assis à une table près de la fenêtre. Ils avaient l'air plus vieux, comme si la vie leur avait arraché quelque chose et ne l'avait pas remis en place. Ils m'ont remarqué en même temps que je les ai remarqués. Personne n'a souri. Personne n'a fait signe de la main. Mais après quelques minutes, papa s'est levé et s'est approché de moi en tenant un morceau de papier plié. « Tu as l'air bien », a-t-il dit tranquillement. « L'Europe fait cet effet », ai-je répondu. Il a acquiescé. N'a rien dit d'autre. M'a juste tendu le papier et est retourné s'asseoir. J'ai attendu d'être rentré chez moi pour l'ouvrir. C'était une copie imprimée du registre des paiements. Chaque virement, chaque note, chaque dollar, et en bas, une ligne manuscrite. Plus 8000 $ remboursés. 1900 $ prêts pour le toit de 2020. 32,78 $ glace. Total payé, 9 932,78 $. Statut, résolu. En dessous, de l'écriture de ma mère, plus de dettes, mais encore beaucoup à réparer si tu en as envie un jour. Je l'ai regardé plus longtemps que je ne m'y attendais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message, cette fois par courriel d'Emily. Ligne d'objet, tu ne liras probablement pas ça. Je l'ai fait. C'était 5 paragraphes. Elle s'est excusée, pas d'avoir choisi son petit ami à la place de moi. Elle a toujours dit qu'elle ne savait pas quoi croire, mais elle a admis qu'elle avait laissé aller les choses trop loin, qu'elle aurait dû les arrêter, qu'elle aurait au moins dû dire quelque chose ce jour-là à la maison. En bas, elle a écrit, « Tu n'es pas obligé de me pardonner, mais je ne fais plus semblant que tout va bien. » Je n'ai pas répondu. Et puis un autre message de maman. « On prépare tes pâtes préférées ce week-end. Si tu te pointes, il y a une place. Sinon, on comprend. » Ça ne sonnait pas comme un piège. Ça sonnait juste fatigué. Je n'y suis pas allé, mais j'ai sauvegardé le message parce que même si je ne suis pas prêt à être à cette table à nouveau, je ne supprime pas l'invitation non plus. 4 mois se sont écoulés. Pas de drame majeur, pas d'accusation, plus de notes Venmo, juste du silence. Un silence calme et prudent. Ils avaient tout remboursé jusqu'au dernier centime, même des choses que je ne m'attendais pas à ce qu'ils se souviennent. Et pourtant, on se parlait à peine. Je n'ai pas rendu visite. Je n'ai pas appelé. Ils n'ont pas insisté. Mais je savais qu'ils regardaient. Chaque fois que je publiais quelque chose sur mon voyage, quelqu'un aimait accidentellement, puis n'aimait plus. Emily a une fois envoyé un emoji cœur sur une de mes stories, puis l'a supprimé 10 secondes plus tard.
Ils étaient toujours dans le coup, toujours en orbite, et je mentirais si je disais que je ne regardais pas non plus. J'ai vu qu'ils avaient vendu la voiture, qu'ils avaient annulé un voyage de fin de semaine qu'ils avaient prévu, que papa avait recommencé à faire des heures supplémentaires et que maman avait repris des piges en ligne. Ils serraient tout, remboursaient les dettes, faisaient le ménage. C'était étrange d'être témoin de leur vie comme un voisin qui regarde à travers les stores, détaché mais pas complètement parti. Puis, de nulle part, j'ai reçu un virement, $1200 mention, paiement final. Le reste de ce compte devait encore, même si tu l'as oublié. Il ne me devait plus rien. Pas sur papier, pas selon le contrat. Mais ce paiement, il venait de quelque chose de très loin, un ancien prêt que j'ai donné à papa pendant son trou dans sa carrière il y a des années. Un prêt que je ne pensais jamais revoir. Il a atterri sur mon compte et est resté là. Je ne l'ai pas bougé. Je ne l'ai pas reconnu, mais je me suis souvenu. Ce week-end-là, j'ai fait une promenade dans le vieux quartier. Les rues semblaient plus petites que dans mes souvenirs. La maison avait l'air de la même façon, sauf que maintenant elle ressemblait à quelque chose dans lequel j'avais l'habitude de vivre, mais qui ne m'appartenait plus. Je ne suis pas entré, je suis juste resté de l'autre côté de la rue pendant quelques minutes. Ils ne m'ont pas vu. Ce soir-là, j'ai reçu un message de plus de ma mère. Pas d'objet, pas de corps, juste une seule pièce jointe, une photo d'une chaise vide à la table à manger. Je suis resté avec cette image pendant longtemps. Elle ne m'a pas culpabilisé. Elle ne m'a pas ému aux larmes. Elle est juste restée là comme un rappel que même lorsque les dettes sont payées, il y a toujours un coût, un espace. La semaine suivante, j'ai réservé un autre voyage, cette fois la Grèce avec les mêmes deux amis. Quand j'ai publié la carte d'embarquement à la porte d'embarquement, je savais ce qui allait arriver et c'est arrivé. Émilie a publié une photo d'elle et de mes parents lors d'un pique-nique familial. Légende, certains d'entre nous restent fidèles même quand c'est difficile. Mais je n'étais pas en colère. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais tout ce dont j'avais besoin, mon argent, ma paix, ma distance. Et peu importe le nombre de photos qu'ils ont publiées, je savais une chose qu'ils ne savaient pas. Cette chaise à la table à manger, elle n'était pas vide. Elle était à moi. Et j'ai choisi de ne pas m'y asseoir.